Bonjour, Mylène Gagnon, directrice de Table Forêt Laurentide. Bienvenue à cette nouvelle émission de Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, on se transporte dans les bureaux de la coopérative de propriétaires de boisés Terre à Bois pour parler d'aménagement forestier. L'aménagement forestier, c'est pas juste d'aller faire de la récolte d'arbres, il y a tout un processus qui encadre tout ça. Et on va rencontrer un docteur de la forêt, David Armstrong, qui est ingénieur forestier. Et n'oubliez pas, à la fin de l'émission, on a encore une fois l'arbre de la semaine. On va parler d'aménagement forestier aujourd'hui, mais l'aménagement forestier, c'est pas juste d'aller, c'est pas tout de suite d'aller couper les arbres, hein, j'imagine? Non, ça nécessite un minimum de planification, puis je dirais, en fait, un minimum et une rigoureuse aussi planification. Donc, au bureau, ben, c'est ici qu'on a accès à une tonne d'informations pertinentes qui fait en sorte qu'on est capable de faire une analyse de la forêt qu'on va aller visiter, puis en avoir un peu une idée relativement juste, ou une image assez précise des endroits qu'on va aller visiter, inventorier pour mener à terme un projet sylvicole. Aujourd'hui, on va aller chez deux propriétaires de la coopérative. On va pouvoir visiter en fait des travaux d'éducation de jeunes forêts, donc dans lesquels il n'y a pas eu de récolte, mais où l'intervention visait à accélérer la croissance en essence désirée et puis en volume intéressant aussi éventuellement là, de bois de qualité d'une jeune forêt issue d'une coupe à blanc d'il y a une trentaine d'années. Et puis on va avoir aussi la chance d'aller visiter des travaux de récolte partielle, coupe de jardinage, coupe de récupération, dépendant du contexte et des problématiques qu'on a rencontrées sur le terrain. Donc on peut voir ici notre logiciel de cartographie dans lequel la banque de données de tous les propriétaires de la coopérative est intégrée. On a des outils très à la fine pointe de la technologie, si on peut dire. Maintenant, le ministère nous met à notre disposition des éléments comme les données du LIDAR qui nous donnent une image assez précise du relief du terrain, des pentes, des hauteurs d'arbres, de l'humidité dans le sol qui peut apporter des contraintes opérationnelles pour nous. Donc on est rendu dans une foresterie clairement de l'an 2000 du futur, entre guillemets, mais bientôt on va peut-être être remplacé même par des drones pour aller en forêt. Je plaisante. On peut voir qu'en vert, c'est notre code de couleur pour des zones qui ont été travaillées par nos équipes, soit d'ouvriers ou de récolte. La propriété a été, somme toute, bien travaillée. On peut remarquer des endroits où il n'y a pas eu de travaux. C'est souvent des endroits où la forêt n'était pas propice à être travaillée dans le moment présent. Donc, des endroits où il y a des problématiques de sol mince, des endroits où il peut y avoir des milieux humides présents. Donc, on travaille avec toutes ces contraintes-là sur le terrain. Donc, nous, notre travail, c'est de s'attarder à la forêt qui est prête à subir une intervention sylvicole. Et puis, juste pas très loin de là, légèrement au nord, on va aller sur une propriété où, justement, il y a eu une coupe partielle. Il y a tout l'aspect du relief. Donc, pour nous, le relief est important puisque on est limité dans les zones qu'on peut travailler. Des pentes trop importantes, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, sont laissées intactes, mais pas juste de sécurité aussi, parce que récolter des arbres dans des pentes trop abruptes, ça peut engendrer des problèmes d'érosion, ultimement peut-être même de glissement de terrain, donc on doit prendre en compte ces éléments-là. On a aussi la hauteur des arbres qui est donnée par le LIDAR. Fait qu'ici, on a une espèce d'amalgame de taches de plein de couleurs, mais chaque pixel, autrement dit, est associé à une hauteur d'arbre qui a été détectée par le LIDAR. Fait que pour nous, ça nous permet, dans le fond, de valider avant d'aller sur le terrain, est-ce qu'on va être en présence d'une forêt à maturité ou d'une très jeune forêt. Donc ici, on peut voir que par le patron de couleur jaune-orangé au nord de la zone travaillée en vert, c'est des forêts qui sont plus dans l'ordre de 10-12 mètres, donc probablement des jeunes forêts qui pourraient probablement être éclaircies, éduquées dans un proche avenir. Et puis la zone qui a été travaillée en vert,
ben, on voit qu'il y a un patron de couleur beaucoup plus rose et vert. Donc, pour nous, à cause de la légende qu'on trouve ici, ben, on a été capable de cibler cet endroit-là comme étant un endroit où il y avait de la forêt mature, parce qu'on sait que par le patron offert par le leader, les arbres ont 17, 18, 19 mètres de haut. Donc pour nous, pour les forestiers, ben, ça nous parle, ça nous dit que probablement qu'on est en présence d'arbres qui ont un diamètre marchand intéressant, donc qui pourraient probablement se prêter à une intervention de récolte. Donc, c'est déjà le travail d'analyse qu'on fait avant d'aller sur le terrain pour nous guider. Par contre, cette planification-là, sa réalisation demeure quand même assujettie à autre chose que nos décisions de forestiers. Donc, Terraba couvre un territoire de plus de 120 municipalités, ce qui fait donc en sorte qu'on est soumis à environ le même nombre de règlements municipaux différents avec chacun leurs particularités. Je ne vais pas rentrer dans les réglementations parce qu'on ne se donne même pas la peine de les apprendre. Il faut juste savoir que peu importe où ce qu'on travaille, il y en a et puis que c'est dans le fond un élément clé à valider aussi avant de préparer un projet. Certaines municipalités vont limiter le taux de récolte à un certain pourcentage. Donc, malgré le diagnostic qu'on peut faire de la forêt, il se peut qu'on soit limité dans l'intensité de récolte qu'on va prescrire à cause d'une réglementation municipale. Il y a tous les aspects de bandes riveraines, des cours d'eau qui est à respecter, la protection des milieux humides qui se fait à différents degrés selon les municipalités. Donc, c'est important pour nous de valider tout le temps ce point-là de réglementation municipale parce que, justement, il n'y a pas une constante dans notre travail. Là. Chaque municipalité est libre de légiférer ou réglementer selon son bon vouloir les distances de bandes riveraines ou de possibilités de travailler dans des zones, on va dire, contraignantes comme les milieux humides. Ceci dit, bien, nous, ce qu'on fait, malgré tout, c'est tout le temps de travailler en mettant de l'avant, dans le fond, les saines pratiques. Le saviez-vous? En 2020, le Québec comptait 4 892 aires protégées, ce qui couvrait une superficie totale de 161 000 km, soit 11 % du territoire québécois, ce qui équivaut à la moitié de l'Italie. Dans les Laurentides, 9 % du territoire est constitué d'aires protégées, soit près de 2000 km. Là, moi, je suis... bon, j'ai une terre à bois. Par où je commence? Je veux faire du bois. Je fais quoi? Le principe de base, c'est qu'il faut avoir une superficie minimum de boisé, dans le fond, pour entrer dans le monde de la forêt privée et ses avantages. Dans le fond, il faut avoir une terre qui a minimalement un 4 hectares de forêt. Elle n'a pas besoin d'être mature. 4 hectares de zone qui est considérée comme à vocation forestière. Ça correspond à 10 arcs, 12 arpents, dépendant de l'unité de mesure qu'on utilise. Ensuite, c'est de rentrer en contact avec un conseiller forestier dans la région. Il y en a une panoplie. Certains ont l'avantage d'être accrédités par l'Agence de mise en valeur des forêts privées, des Laurentides dans notre cas. Mais le propriétaire rentre en contact avec un conseiller forestier, nous parle un peu de ses objectifs, parce que dans le fond, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte les objectifs du propriétaire dans les recommandations qu'on va faire au niveau forestier. Donc, si le propriétaire est plus un chasseur, bien, ça va être pris en compte, puis on va faire des recommandations de traitement sylvicole qui vont favoriser la présence d'une certaine faune. Si le propriétaire utilise davantage sa terre pour la récréation, etc., bien, on va avoir un souci de travailler à assainir au maximum la forêt pour éviter qu'il y ait un arbre qui nous tombe sur la tête, quoi que ce soit, pendant qu'on pratique la raquette l'hiver ou quoi que ce soit. Mais par après, nous, ce qu'on va réaliser chez le propriétaire, puis qui est la porte d'entrée au programme pour mettre en valeur sa forêt, c'est le plan d'aménagement forestier, qui est la clé de voûte d'accès au programme de mise en valeur, qui est la clé de voûte aussi d'accès au remboursement des taxes foncières, qui sont les deux leviers, si on veut, pour aider, supporter les propriétaires dans l'aménagement de leur boisé. Une fois le plan d'aménagement réalisé, bien, la remise est faite au propriétaire, et puis le propriétaire prend acte des recommandations du plan, puis dans le fond,
c'est lui qui décide du moment de sa mise en œuvre. Donc, notre philosophie, c'est justement de respecter les désirs du propriétaire, d'y aller à son rythme, tout en espérant qu'il va être à l'écoute des recommandations qu'on a faites concernant son boisé ou les différentes parties de son boisé. Donc, c'est beaucoup plus que juste justement mettre du bois en marché. Il y a aussi des propriétaires qui nous interpellent, qui viennent nous voir, qui n'ont pas nécessairement de bois à mettre en marché, mais que la forêt nécessite quand même qu'on la travaille puis qu'on intervienne de façon à favoriser, si on veut, sa migration vers une forêt mature, en essence désirée, en vigueur, en santé aussi intéressante pour le futur. Notre philosophie, c'est de dire qu'on entretient les boisés pour les générations futures d'une certaine façon aussi. On parle d'éducation de forêt dans le cas où on est en présence d'une jeune forêt. Quand je parle d'une jeune forêt, c'est souvent des forêts issues d'une coupe totale, entre 15, 20, jusqu'à 40 ans. Donc, c'est que ces forêts-là, souvent, sont très, très denses en nombre de tiges. Et la croissance, si on veut, de la forêt, bien, les ressources disponibles le sont pour un nombre que le forestier juge trop grand. Donc, l'idée, c'est d'aller sélectionner les essences désirées et puis d'abaisser, si on veut, cette densité-là pour que les ressources soient réparties sur un nombre moins grand de tiges. À ce moment-là, bien, il y a plus de lumière disponible pour les tiges qu'on aime, qu'on veut voir dégager. Il y a plus de ressources en eau, plus de ressources en minéraux, en nutriments dans le sol. Donc, à ce moment-là, bien, on accélère la croissance, si on veut, d'un peuplement forestier parce qu'on décide ou on provoque la nature à répartir les ressources sur un moins grand tige. C'est là qu'on parle d'éducation. On peut aussi, dans ce processus-là, dans le but de développer un bois qui aura une plus grande valeur, bien, par exemple, de faire des élagages sur la portion inférieure du tronc de façon à produire un bois sans nœud qui va être plus recherché par l'industrie, donc qui va augmenter la valeur monétaire de la forêt. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle d'éducation de jeunes forêts. C'est qu'on prépare et on accélère la venue d'une forêt mature en la prenant en charge dès son jeune âge. La question du jour. Est-ce que l'aménagement, ça cause la déforestation? Eh bien non. Bien que beaucoup semblent le croire, l'aménagement ne cause pas la déforestation. En fait, c'est même interdit de faire de la déforestation dans les forêts publiques du Québec. Ça va à l'encontre du régime forestier, de ses lois et règlements. La déforestation, ça implique un déboisement permanent des forêts et une conversion à d'autres fins, comme par exemple pour l'agriculture ou l'urbanisation. Donc, exploitation forestière, ça ne veut pas nécessairement dire déforestation. Ici, on se trouve dans une forêt qui initialement est issue d'une coupe totale du début des années 80. C'est une forêt qu'on a pris en charge aux alentours de 2015-2016. Et puis, bien, ce qu'on peut voir, on a encore les signes du traitement sylvicole. On peut remarquer des rubans roses sur certaines tiges. Ici sur un bouleau jaune, ici sur un chêne rouge, par là sur un érable rouge. Ce qu'il y a eu ici, dans le fond, c'est ce qu'on a parlé un peu plus tôt au bureau. C'est un traitement d'éducation d'un jeune peuplement que nous, dans notre jargon, on appelle une éclaircie pré-commerciale. On dit pré-commerciale parce qu'on ne met pas en marché le bois récolté. Donc, les dimensions sont trop petites. On a plusieurs tiges qui ont été coupées qui avaient en deçà du 10 cm qui est reconnu comme une dimension de bois commercial. Je dirais que c'est davantage vrai pour ce qui est des tiges résineuses. Par contre, un arbre feuillu de 10 cm, à part le transformer en bois de chauffage ou en bois de pâte, on ne va pas faire de bois d'œuvre avec, on ne va pas le scier. Donc, le but ici, dans le fond, c'est de
prendre des arbres qui ont une petite dimension, de réduire la densité. Donc, initialement, ici, on était dans une forêt qui avait plus de 3000 tiges à l'hectare. Et puis, nos inventaires ont décelé qu'on retrouvait minimalement 300 à 400 tiges d'avenir. Donc, comme ici, un beau blot jaune qui a déjà une belle structure, qui est bien droit, qui ne semble pas présenter de défaut. Même chose pour le chêne ici. Et puis, dans le fond, c'est le travail d'ouvrier sylvicole de prendre en charge cette tige-là et puis de s'assurer qu'elle est dégagée pour que la couronne, donc le haut pied de l'arbre, la tête de l'arbre, dispose d'une plus grande quantité de lumière et puisse s'épanouir et prendre davantage d'espace, ce qui fait en sorte que l'arbre a plus de ressources à sa disposition pour croître rapidement. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les rubans n'ont pas été mis sur une essence de tige en particulier. Donc, notre but, c'est pas de créer une monoculture, exemple de juste de bouleau jaune ou juste de chêne rouge, mais de garder la biodiversité de la forêt quasi intacte. Donc, on va cibler des tiges d'avenir pour diverses essences. Et puis, comme on peut voir aussi, on n'a pas uniquement gardé les tiges avec un ruban dessus. Donc, ça n'a pas été une éradication de tout ce qui n'était pas rubané parce que on veut garder aussi des tiges qui ne sont pas nécessairement parfaites, mais qui vont continuer à garnir le peuplement forestier, aider nos tiges d'avenir aussi éventuellement à ne pas faire trop de branches. L'idée du forestier, c'est de créer un peu des arbres parfaits qui ont des troncs droits et lancés avec le minimum de nœuds, si on veut. Donc, d'offrir plus de lumière aide l'arbre, mais notre travail est aussi de ne pas lui en offrir trop pour créer un phénomène qu'on ne voudrait pas voir arriver, c'est que l'arbre se mette à faire des branches de façon latérale et non pas à pousser en hauteur. Donc, tout est question d'équilibre dans le traitement d'éclaircies précommerciales. On a vu tantôt qu'on faisait une analyse de la forêt, on va dire, de façon théorique avec tous les outils qui sont mis à notre disposition au niveau informatique. Par la suite, il y a l'étape de validation, soit par un ingénieur forestier, un technicien forestier, pour valider que le peuplement forestier se qualifie dans ses caractéristiques pour être admissible, dans le fond, à un traitement sylvicole. Dans le fond, en forêt privée, on essaie de travailler pour nos propriétaires et que l'ensemble ou qu'une bonne portion de nos travaux soit encadré par une aide financière. Donc, quand on a un plan d'aménagement forestier en bonne et due forme, on obtient le statut de producteur forestier qui est la façon d'être éligible là, à des aides financières pour des aménagements sylvicoles dans nos boisés. Donc ici, suite au plan d'aménagement forestier pour lequel une recommandation d'éclaircie précommerciale avait été faite, eh bien, quand le propriétaire nous signale son intérêt de vouloir réaliser ces travaux-là, nous, on doit revenir valider de façon encore plus précise les caractéristiques de la forêt. Donc, pour faire revenir à l'analogie d'un bilan de santé fait sur un humain, le plan d'aménagement était le bilan de santé. On a décelé une problématique dans le peuplement ici, donc une trop forte densité pour l'objectif du propriétaire de voir sa forêt croître plus rapidement. Donc après ça, on vient faire un rayon X du peuplement forestier où est-ce qu'on va décrire encore plus finement les caractéristiques de la forêt et ça va nous porter, dans le fond, à préparer ce qu'on appelle une prescription sylvicole. C'est pour ça aussi que j'aime faire l'analogie avec le monde de la médecine de l'humain. On utilise le terme prescription. Donc, un médecin ferait une prescription médicale pour soit un traitement, des exercices, un médicament, etc. L'ingénieur forestier va préparer une prescription sylvicole suite au rayon X qui va avoir fait de la forêt, soit lui-même ou le technicien. Et puis, à ce moment-là, on valide si la forêt, justement, se qualifie pour avoir une aide financière. C'est des travaux, quand même, qui nécessitent un bon investissement. Ici, il y a eu des
des dizaines de milliers de dollars qui ont été investis par l'Agence de mise en valeur des forêts privées pour améliorer la qualité de la forêt puis préparer une forêt qui aura une plus grande valeur. Donc, on doit valider auprès de l'agence la possibilité d'obtenir une aide financière et puis c'est justement la description de la forêt via ce rayon X-là qui permet de faire la prescription sylvicole qu'on obtient l'information à savoir si on va être apte à obtenir une aide financière. Ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire il avait pour objectif de produire son bois de chauffage. Donc, les travaux ont fait en sorte qu'une fois que les troncs se trouvaient au sol des arbres peu intéressants que notre ouvrier a coupés, le propriétaire, lui, avec son réseau de sentiers, de chemins sur sa propriété, a pu récupérer une bonne portion de volume qui, si lui ne l'avait pas fait, aurait juste servi de nourriture et de compost là, à la forêt. Ici, on se trouve sur une propriété qui a subi un traitement de récolte. Les secteurs ont été traités à divers degrés d'intensité en fonction des problématiques rencontrées. Donc, des coupes partielles qui varient entre 20 et 40 là, du volume qui était sur pied, qui a été récolté. La problématique ici majeure, c'est la présence de la maladie corticale du hêtre. On rajoute à ça aussi une présence de frêne qui était atteinte par l'insecte de plus en plus connu des gens, la grille du frêne. Donc la raison de la récolte ici visait à endiguer ces deux problématiques-là. On peut voir qu'il y a des souches au sol. On peut identifier sur les souches qui sont à notre portée qu'il y a un trait de peinture à la souche. Ça constitue notre moyen de contrôle, nous, quand nous faisons nos visites de chantier, qu'on veut s'assurer de la qualité des travaux réalisés. Les arbres marqués, on leur fait un cercle à environ à la hauteur des yeux pour que le bûcheron sache l'arbre qui doit être abattu. Et le trait à la souche, dans le fond, représente notre façon de contrôler que c'est bel et bien les arbres qu'on a sélectionnés à la récolte qui ont été coupés. Donc ici, on voit des souches essentiellement de hêtre. On a aussi comme mission, dans le fond, de maintenir un niveau de biodiversité. Puis ça, bien, ça prend un nombre de chicots dans la forêt, parce que les chicots font partie de l'écosystème puis ils jouent un rôle majeur au niveau de la faune, du développement de champignons. Donc, c'est important pour maintenir une bonne biodiversité dans la forêt. Donc, derrière, on a une tige, un tronc qui est cassé, sur lequel on voit un X. Ça, c'est le signal pour le bûcheron de dire il y a un arbre ici qui est un chicot, il est dangereux, mais on veut le garder. Donc, passe à une certaine distance de façon à conserver ce chicot-là. Peut-être qu'on voit en arrière-plan, il y a une ligne de ruban. Quand on fait des travaux chez un propriétaire, un principe qui nous est cher, c'est de ne pas faire les travaux chez le propriétaire voisin pour lequel on n'a pas été mandaté. Donc, c'est important que les limites de propriété soient dûment identifiées avec du ruban. Là, on est à l'an 0 ou à l'an 1 suite aux travaux. Ici, ça a été récolté l'hiver passé. Dans le prochain 5 ans, l'image de la forêt va énormément évoluer. Présentement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de semis au sol, de rétablissement de régénération, mais les semences sont là. Et puis au fil des années qui vont suivre, bien, on va voir la cohorte de jeunes arbres qui va émerger. Des érables à sucre, des bouleaux jaunes, des hêtres, des chênes. Ici, on a aussi du cerisier tardif, du tilleul. C'est une forêt extrêmement diversifiée. Puis c'est aussi un des objectifs de la récolte. C'est pas juste récolter le bois, mais aussi de pérenniser, si on veut, la régénération de la forêt, puis de maintenir ce niveau de biodiversité-là. En forêt feuillue comme ici, les arbres vont atteindre un certain degré de maturité quand la hauteur va être environ 17-18 mètres. Ça peut être beaucoup plus, là, mais
On commence à avoir des arbres qui sont de dimension commerciale, les diamètres aussi moyens qu'on va prendre, parce que dans nos inventaires, on fait des parcelles inventaires dans lesquelles on prend les données des arbres, comme le diamètre, les hauteurs, et aussi au niveau de la densité. Donc, une forêt qui serait pas suffisamment dense, bien, on aurait tendance à la laisser aller pour qu'elle se reconstruise de ses volumes. Par contre, peut-être que la forêt est peu dense parce qu'il y a une problématique, donc peut-être que c'est de récolter ce qui reste puis de réinitialiser une forêt qui peut être l'option envisagée. L'intensité de prélèvement ici devait se situer aux alentours de 35 %. C'est donc dire que pour l'instant, la forêt, on va comme la laisser tranquille à un 10 à 15 ans pour qu'elle puisse reconstruire les volumes qu'on lui a prélevés. Dans le fond, on peut aménager de façon durable cette parcelle de forêt-là pratiquement à perpétuité, tant pour autant qu'on respecte le rythme de croissance de la forêt. C'est ce qui fait qu'une intervention dans la région ici, là, au nord de la chute, pas trop au nord, on peut se permettre de prélever environ aux 10 à 20 ans, dépendant de l'intensité de récolte, de façon perpétuelle. Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, nous allons vous parler de la pruche du Canada. La pruche du Canada, c'est un conifère. Dans le fond, pour la reconnaître, on va la différencier du sapin baumier par ses aiguilles. Ces aiguilles sont vraiment courtes, mais sont plates pareil comme le sapin. Fait que vraiment, pour les différencier, on va regarder la longueur des aiguilles qui sont très courtes. Ensuite de ça, par l'écorce, très facile à différencier aussi. Le sapin baumier a une écorce pratiquement lisse avec des vésicules de résine dessus, des petites bulles de gomme qu'on s'amusait tout à péter quand on était plus jeune. On ne peut pas se tromper. La pruche, elle a une écorce qui est craquelée. On ne peut pas se tromper. En plus de ça, si vous voyez ici sur l'écorce, on a des traces de pics, des petits pics mineurs qui sont venus faire des trous sur l'écorce. Contrairement à ce qu'on peut penser, ces petits trous-là, ça affecte en rien la vigueur de l'arbre ou sa santé. C'est des petits trous, dans le fond, c'est des pièges que les pics vont faire. Ils vont venir faire des trous dans l'écorce externe pour capturer des insectes. Fait qu'ils vont faire les trous, ils vont s'en aller, ils vont revenir quelques jours après. Il y a des insectes qui vont s'être cachés dans les trous, ils vont venir récolter leur butin après. Pour faire la différence entre la pruche et le sapin, quand ils sont jeunes, on va facilement les différencier par la longueur de leurs aiguilles. Ici, dans ma main droite, j'ai la pruche. Fait qu'on voit les aiguilles sont extrêmement courtes, sont plates. Et on a le sapin dans ma main gauche. Les aiguilles sont beaucoup plus longues, 2 à 3 fois plus longues que celles de la pruche. Il faut faire attention parce que le sapin aussi, les aiguilles sont plates. C'est les deux conifères avec les aiguilles plates. La pruche, c'est une essence de bois qui va être très utilisée pour faire des clôtures. Son bois est très dense pour un conifère. Il pousse quand même assez vite et devient assez gros. Fait qu'on peut faire beaucoup de bois avec une pruche, là, une grosse pruche, ça fait beaucoup de mètres cubes de bois. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec David qui nous a permis de bien comprendre que l'aménagement forestier, c'est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bureaux que ça se passe. Évidemment, on était en contexte de forêt privée, mais il faut comprendre qu'il y a différentes étapes qui s'appliquent également en forêt publique. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter ou aller voir notre site au tableforêt.ca et ça nous fera plaisir de vous en donner un peu plus d'informations. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine!